Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à cette nouvelle séance du cours de la chaire de l'évolution du climat et de l'océan. Donc, la semaine dernière, je vous ai présenté brièvement un panorama des travaux de certains pionniers de la climatologie et de la paléoclimatologie. Et donc, cette semaine, en fait, je vais essentiellement dédier le propos à une actualisation de tous ces travaux qui ont eu lieu depuis cette époque. Et alors, pour reprendre un petit peu la balle au bond, en fait, je repars d'un des pionniers de la science, en fait, Hubert Lamb, qui a été le premier à proposer une courbe de température sur le dernier millénaire, une célèbre courbe, donc publiée en 1965, et qui montre de façon tout à fait distincte, en fait, la présence d'un optimum climatique médiéval et de ce qu'on appelle généralement le petit âge glaciaire. Donc cette courbe, elle a été donc obtenue, c'est un mix, je vous l'ai montré, c'est à la fois pour les derniers siècles des séries temporelles relativement longues anglaises, qui remontent pratiquement sur 4 siècles, et accroché à ça, des reconstitutions obtenues avec des indicateurs, des proxys en anglais, des indicateurs approximatifs, quelquefois semi-quantitatifs, qui relient certaines informations avec des paramètres climatiques, et là, en l'occurrence, la conversion a été faite en termes de paléotempérature, d'anomalie de température. Alors, cette courbe de Lamb, en fait, elle a été très utilisée dès le départ de la climatologie moderne. En particulier, elle figure comme courbe emblématique en fait, du dernier millénaire, parce qu'il n'y avait que ça, finalement, dès le premier rapport du GIEC de 1990. Ici, donc, ce qui est représenté, c'est directement tiré de ce premier rapport du GIEC, la courbe qui a été présentée. Et alors malheureusement, en fait, dans le rapport, dans la légende, il y a eu un peu un oubli de mentionner quelle était l'amplitude de température. Vous voyez qu'il n'y a pas d'échelle de température, mais il s'agit effectivement de degrés Celsius, donc on a une échelle qui est de plus ou moins 1 degré. Et aussi, la légende de cette courbe ne précise pas qu'il s'agit d'une courbe valide qui a été obtenue uniquement avec un domaine de validité uniquement pour l'Angleterre. Et donc, en fait, cette courbe, malheureusement, a été ensuite très exagérément utilisée. Elle est très populaire, en fait, comme vous le voyez probablement dans la blogosphère, par toute personne justement qui ne lit pas le texte, qui se contente de regarder les images, parce que effectivement, quand on lit le texte, il y a effectivement mention des changements de température et du fait qu'elle a été obtenue par Lamb avec des données essentiellement centrées sur l'Angleterre. Donc elle n'a pas une validité à l'échelle mondiale, mais en même temps, elle a été utilisée comme illustration d'une courbe, et comme c'était la seule courbe à l'échelle mondiale, eh bien, elle a été très vite caricaturée comme étant la réalité globale. Donc là, c'est juste une illustration que j'ai tirée d'un site web climato-sceptique au hasard, qui justement alimentait une théorie du complot, comme quoi les climatologues auraient délibérément oublié cette courbe de Lamb, alors que Lamb était un météorologue et climatologue tout à fait intégré à la communauté, et pour dire que justement, au cours des dernières décennies, il y aurait eu un complot de la communauté pour remplacer cette courbe de Lamb qui serait la vérité, et qu'elle aurait été remplacée par des courbes beaucoup plus lisses, qui auraient une forme en crosse de hockey, donc en particulier montrée dans les rapports du GIEC successifs, et aussi par Al Gore. Donc c'est quelque chose qui est caricatural, mais qui a été abondamment utilisé. Et donc ce que j'aimerais faire, c'est justement de vous montrer un peu l'actualisation de cette thématique, pour vous montrer à la fois les progrès et en même temps les incertitudes qui subsistent en fait sur ces reconstitutions du dernier millénaire, et essentiellement maintenant on va sur la période historique totale, c'est-à-dire les 2 derniers millénaires. Et on va revoir en fait que les complications déjà devinées et sur lesquelles butaient les pionniers de la science en fait sont toujours avec nous, mais en même temps il y a un progrès indéniable aussi du nombre d'enregistrements, des techniques qui sont utilisées et de la communauté qui s'en occupe. Mais comme vous allez le voir, il y a encore des débats sur des choses qui sont absolument fondamentales sur cette période de temps.
mais encore une fois, qui n'ont rien à voir avec ces débats complotistes. Encore une fois, une des caractéristiques justement des climato-sceptiques, c'est d'utiliser des vieilleries, c'est-à-dire des choses qui ont été modifiées, actualisées ou carrément réfutées, et de toujours les ressortir sans véritablement tenir compte du fait qu'il y a effectivement un progrès, c'est-à-dire qu'il y a une actualisation et certains enregistrements ou certaines thèses ne sont plus à discuter parce qu'elles ont été invalidées par la suite. Donc je vais essayer de vous faire un peu une actualisation sur cette thématique, mais les travaux des pionniers, justement, sont toujours importants. Donc je vous ai parlé du premier, puisque une grande partie des reconstitutions paléoclimatiques sur les derniers 2 millénaires sont constituées par des données dendroclimatiques, donc établies à partir des anneaux d'arbres, à partir essentiellement de séries temporelles d'épaisseur des cernes d'arbres, et tout ça a commencé en fait avec les travaux d'un astronome, donc Douglas, qui a été le premier à découvrir la covariation des cernes d'arbres avec le climat local, essentiellement avec les précipitations dans le cas de l'Arizona, parce qu'il travaillait essentiellement en Arizona, et même si au départ c'était un astronome qui lui voulait se focaliser sur les fluctuations solaires, et il recherchait en fait les cycles solaires, mais ce qu'il a trouvé dans ces anneaux d'arbres, c'est effectivement un moyen de reconstituer le climat. Alors dès le départ, en fait, je vous ai déjà montré cette figure, mais elle est tout à fait intéressante dans le débat et dans la suite du cours, parce que dès ces travaux pionniers qui ont plus d'un siècle, ça a été publié en 1908 au départ, on va retrouver certains problèmes, certaines incertitudes que l'on va maintenir jusqu'à la période actuelle, avec, encore une fois, des essais plus ou moins couronnés de succès pour éliminer des biais systématiques. Alors, ce qui était représenté tout à fait en haut, justement, c'était l'épaisseur des anneaux d'arbres, exprimés en pouces ici, et les pluies en Arizona, pour le site sur lequel Douglas avait récolté ces différents arbres. Et ce qu'il a vu, c'est qu'il y avait en fait à la fois des corrélations pour les séries brutes, mais en même temps une tendance longue. Il avait essayé de faire un lissage. Le deuxième panneau vous montre en fait les séries lissées, qui montrent qu'il y a une tendance à long terme. Et cette tendance à long terme, en fait, il l'a attribuée à une mémoire en fait de ce système hydrologique, essentiellement par stockage de l'eau dans les sols, et que donc il y avait un effet pluriannuel qui était superposé à une variation beaucoup plus directe entre l'épaisseur des anneaux d'arbres et les pluies. Donc il a fait la correction justement de cette tendance longue, dans ce trend en anglais, pour obtenir des séries détendancées, donc dont on élimine la tendance à long terme, pour montrer qu'il y avait effectivement une corrélation absolument magnifique pour ce site particulier entre l'épaisseur des anneaux d'arbres et les pluies et les précipitations, qui peut donc être utilisée, cette corrélation peut ensuite être utilisée dans le passé en supposant qu'elle reste constante. Alors, dès le départ, en fait, on voit qu'il y avait ce problème de détendançage, ou de detrending en anglais. Et en fait, il y a plusieurs... ce que Douglas attribuait à un stockage dans les sols des pluies, en fait, et il y a plusieurs sources en fait, de tendance à long terme sur ces anneaux d'arbres, et une des principales qu'il n'avait pas corrigées là, c'est le fait qu'un arbre, pendant sa pousse, en fait, a des anneaux qui vont diminuer en taille pendant la vie de l'arbre. Alors ici, c'est juste un diagramme imagé qui vous représente en fait la croissance centrifuge des cernes d'arbres. Encore une fois, c'est quelque chose dont tout le monde a bien conscience. La croissance est centripète pour l'écorce, mais elle est centrifuge pour les anneaux d'arbres. Et quand on fait un peu de microscopie, on voit les différentes cellules. Ici, vous avez un zoom justement microscopique qui montre que chaque anneau est constitué à la fois de bois initial, formé essentiellement au printemps, et de bois final, qui est beaucoup plus dense, qui est formé à l'automne. Et alors on peut faire des mesures d'épaisseur de façon avec des outils géométriques qui permettent de calculer ces épaisseurs, ou on peut maintenant aussi aller plus loin dans les investigations
de l'anatomie du bois en mesurant en particulier la densité par radiographie avec la densité du bois final. Les deux outils peuvent être utilisés, à la fois épaisseur simple et densité du bois. Et mais une difficulté, c'est que pendant la vie d'un arbre particulier, il y a évolution de l'épaisseur de ces anneaux de façon totalement indépendante du climat. C'est juste un effet physiologique pendant la vie de l'arbre. Et donc, il est important justement d'en tenir compte, de faire un détendancement, enfin, d'éliminer cette tendance à long terme qui est liée à la physiologie de l'arbre. Et une des façons de faire, c'est aussi de multiplier les séries temporelles dendrochronologie pour avoir des arbres, pour enregistrer la même année avec différents arbres qui ont vécu à différentes périodes, et donc avoir cet effet de correction. Alors, les pionniers en fait, de la dendroclimatologie avaient bien conscience en fait, que de la validité, de la complexité en fait, de la relation entre climat et la physiologie des arbres. Un autre pionnier qui a vécu justement dans le même institut, qui a vécu en Arizona, c'est Harold Fritz, qui est décédé assez récemment en fait. Qui a développé, en fait, a été beaucoup plus loin en fait, dans l'interprétation, a essayé de regarder, ici c'est juste une illustration tirée d'un de ces vieux papiers fondamentaux sur la dendroclimatologie publié en 1971, et dans cet article, en fait, il montrait en fait, la complexité de la relation entre le climat, en particulier des températures et des précipitations, pour expliquer la formation, en particulier, d'anneaux relativement fins, relativement serrés, de cernes assez fins dans ces arbres. Et donc, alors, il avait montré justement que pour des sites relativement chauds et semi-arides, en particulier ceux de l'Arizona, eh bien, il y avait une relation directe entre, pour former des anneaux fins, il faut à la fois des hautes températures ou des basses précipitations, et toute une mécanique avec des paramètres qui vont influer les uns sur les autres pour qu'avec un effet de cumul, il y ait formation, que ça affecte la croissance de l'arbre, en particulier le bois de printemps dans ces différents arbres. Et mais ce qu'il a montré aussi, c'est qu'en fait, on pouvait obtenir pour d'autres sites, donc là il s'agit d'un diagramme de principe avec les différents mécanismes que Fritz envisageait, appliqués à des sites chauds et semi-arides, et pour des sites froids à haute altitude ou latitude, il pouvait prévoir en fait la réduction, l'obtention de cernes relativement fins dans les arbres avec exactement la combinaison inverse, c'est-à-dire ici on avait des précipitations relativement élevées, des températures relativement basses, donc exactement le contraire de ce que je vous ai montré auparavant, applicable aux sites semi-arides, qui générait dans ces zones-là une réduction de la taille, de l'épaisseur de ces anneaux d'arbres. Donc en fait, il n'y a pas de relation, et bon, il a montré aussi que tout était fonction en fait de paramètres relativement complexes pour obtenir justement cette réduction des anneaux d'arbres. Et ces deux diagrammes étaient pris en fait comme exemple en fait, pour montrer qu'en fait, des combinaisons complètement inverses dans des zones géographiques très différentes pouvaient en fait, conduire exactement au même phénomène dans les arbres. D'où la difficulté, justement, il n'y a pas de modèle extrêmement simple reliant les anneaux d'arbres avec, c'est pas de la thermodynamique très simple, il faut tenir compte en fait de paramètres qui vont être locaux et de paramètres physiologiques qui vont dépendre des zones géographiques. Alors Fritz a essayé de mathématiser, de paramétriser en fait tous ces processus. Il a essayé aussi d'intégrer ça dans des modèles mathématiques et informatiques, mais encore une fois, il n'y a pas, même encore à l'heure actuelle, les données de dendroclimatologie sont essentiellement utilisées de façon tout à fait empirique, c'est-à-dire qu'on regarde les spectres et on les compare finalement avec le climat actuel sur des périodes de temps où le climat actuel est connu, et on va essayer d'en déduire les paramètres qui vont influer climatiquement sur ces différents anneaux d'arbres. Donc c'est ça un peu le principe. Alors le principe de la dendroclimatologie est effectivement d'étudier de vieux arbres
pour remonter dans le temps. Alors, soit des arbres qui vivent encore à l'heure actuelle, donc dans ce cas-là, on fait des trous avec une tarière pour ne pas les tuer. Il y a même des ciments qui permettent de cicatriser les arbres. Donc vous avez ici un arbre typiquement avec une baguette qui a été forée avec un outil de dendroclimatologie. Et alors, certains arbres vivent très longtemps, vont même au-delà des 2 derniers millénaires. Pour mémoire, le pin, le Bristol Cone américain peut vivre jusqu'à 5000 ans. Donc on a des arbres comme ça qui permettent de faire de la dendro sur 5000 ans. Et quand on veut remonter un peu plus loin dans le temps, même sur les derniers 2000 ans, il est possible d'utiliser, soit dans des constructions, soit dans des tourbières ou dans des zones où les arbres peuvent être prélevés, préservés, on va pouvoir travailler sur des arbres subfossiles. Donc ici, un exemple d'arbres subfossiles. Ici, c'est une collaboration. Dans mon laboratoire, on fait effectivement on utilise des arbres et on collabore avec des dendroclimatologues. Ici, il s'agit de collègues d'un laboratoire qui est à Aix-Marseille, de l'INBE, qui justement prélèvent des arbres subfossiles pour ensuite pouvoir faire des analyses géochimiques dans ces arbres. Alors, un des principes de base, c'est aussi d'utiliser des arbres qui sont en état de stress climatique, qui vivent à la limite de leurs conditions géographiques et ou qui sont isolés. C'est-à-dire qu'il y a un effet aussi de proximité des arbres qui peuvent se gêner les uns les autres. Et donc, généralement, un des principes de base, c'est d'aller échantillonner des arbres qui sont effectivement isolés. Donc ici, vous avez des exemples de mélèzes en Sibérie, de mélèzes en Mongolie. L'autre principe important dans ces études de dendroclimatologie, c'est de multiplier les enregistrements. Il en faut des centaines sur les derniers pour effectivement moyenner les différentes variations qui peuvent être même extrêmement locales d'anneaux d'arbres sur un même site. Et donc, on multiplie, en fait, c'est une science, on va dire, de la redondance, pour vérifier et faire des moyennes et des séries maîtresses, en fait. Et on peut remonter dans le temps, encore une fois, avec des arbres, au-delà des arbres vivants, en prenant des arbres morts ou des arbres dans des constructions. Voilà. Et donc, pour construire des séries maîtresses d'épaisseur de cernes d'arbres, comme ce qui est indiqué de façon imagée ici. Alors, le principe de base, ensuite, de la dendroclimatologie, à partir de ces mesures d'épaisseur en particulier ou de densité du bois final et du bois initial, donc d'épaisseur de cernes, ici vous avez un schéma trivial, c'est de reconstituer en fait des épaisseurs de ces anneaux en fonction du temps. Alors, le temps, bien évidemment, est donné par le comptage des cernes d'arbres. Il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas des faux cernes. Il y a des cernes qui peuvent être additionnelles ou des manques sur certaines années, donc il peut y avoir des petites complications. Mais le principe de base est de faire une comparaison ensuite empirique sur la partie qui est couverte par des données instrumentales. C'est ce qui est représenté sur ce diagramme. Vous avez une courbe qui représente les séries temporelles mesurées, ou une série temporelle d'épaisseur de cernes d'arbres au cours du temps, et une estimation, sur cette période de temps, en particulier pour la période la plus récente, sur le XXe siècle, on a possibilité de comparer avec les données climatiques, à la fois de température, de précipitation, d'autres paramètres encore, et d'étudier les calibrations, de faire des calibrations statistiques, empiriques, en fonction, qui ont une validité uniquement spatiale, locale. Donc on fait des calibrations avec tous ces anneaux d'arbres et toutes ces séries d'anneaux d'arbres de par le monde, avec les séries temporelles sur le dernier siècle, spatialisées. Et ces calibrations spatiales vont ensuite être propagées, vont être extrapolées dans le temps pour, à partir des séries temporelles de mesures d'anneaux d'arbres, remonter dans le temps et estimer, par exemple, des paléotempératures. Donc c'est le principe de base de la dendroclimatologie. Et tout le secret et en même temps la difficulté, c'est justement cette supposition
qu'on va pouvoir se contenter de regarder le dernier siècle, parce qu'il y a effectivement des complications. On peut, par exemple, il faut tenir compte effectivement de l'effet de vieillissement de l'arbre, parce qu'il croît plus vite lorsqu'il est jeune qu'à maturité. Il faut aussi tenir compte pour la dernière période de l'effet de fertilisation du gaz carbonique sur les arbres. Donc il y a aussi une difficulté supplémentaire pour la calibration sur cette période de temps. Mais encore une fois, le principe de base est effectivement d'appliquer avec des incertitudes, parce que toutes ces corrélations statistiques, elles sont aussi avec des incertitudes qui peuvent être estimées, et ces incertitudes vont être propagées dans le temps. Alors, on peut regarder même des anomalies très particulières. Ici, vous avez juste un exemple d'un détail sur un arbre particulier, avec un cerne très très fin, qui correspond, pour un mélèze de l'Altaï, en Russie, et ce qui a été identifié, c'est effectivement un cerne extrêmement fin qui correspond à une éruption volcanique qui a refroidi régionalement au moins sur l'hémisphère nord, donc c'est peut-être pas global, mais en tout cas c'est quasi global, un effet qui va pouvoir se voir à très grande échelle sur certaines années particulières. Alors toujours en allant dans l'anecdote, on peut aussi mentionner que on fait feu de tout bois, enfin les dendroclimatologues font effectivement feu de tout bois, et ils peuvent étudier, même sans les échantillonner, les instruments anciens. Donc ça, c'est un exemple que j'aime bien, parce c'est un de mes anciens collègues américains, Lloyd Burkle, qui l'avait initié. Bon, il est décédé depuis, mais il avait, avec des dendrochronologues, étudié la corrélation entre les arbres qui avaient été prélevés par Antonio Stradivari à la fois au XVIIe et au XVIIIe siècle, un luthier, donc c'était un luthier en Italie, à Crémone, dans le nord de l'Italie, et ces violons célèbres ont une qualité qui peut-être, la proposition qui avait été faite, qu'une partie de la qualité de ces violons était liée à la densité du bois. En fait, il y avait un choix par les luthiers d'arbres relativement denses, vivant en altitude. Bon, pour un violon, il y a plusieurs espèces, plusieurs essences qui sont utilisées. Il y a à la fois l'épicéa pour la table, pour le coffre, pour la caisse de résonance, elle est essentiellement en érable. Et donc il y a un choix des arbres qui était particulier, en particulier pour obtenir des bois relativement denses. Mais en plus, pendant la période pendant laquelle vivait Stradivari, eh bien, on a des index dendroclimatologie, donc d'épaisseur d'anneaux d'arbres, qui sont liés à la période du petit âge glaciaire, avec une densité beaucoup plus importante. Et donc, une des hypothèses, c'est que la qualité de ces violons est en partie liée justement à cette période climatique pendant laquelle les arbres à proximité des lutheries, en particulier de celle de Antonio Stradivari, permettaient d'avoir des bois encore meilleurs qu'à l'heure actuelle. Donc, la dendroclimatologie est très utilisée pour ces reconstitutions sur les 2 derniers millénaires, mais ce ne sont pas les seules informations que l'on a à disposition dans le domaine de la paléoclimatologie. Il y a d'autres archives paléoclimatiques et d'autres indicateurs qui vont pouvoir être croisés et utilisés en combinaison avec les observations dendrochronologiques. Ici, vous avez une planche justement qui vous montre des photos de façon illustrée, quelques autres archives qui vont être utilisées sur les deux millénaires. Alors, on a en particulier des sédiments qui peuvent être varvés, c'est-à-dire qui vont montrer des lamines annuelles. Donc, on va avoir une résolution qui va être quasiment parfaite, comme celle des anneaux d'arbres, au point de vue de la résolution annuelle. Donc, ça peut être vrai pour certaines zones de l'océan. Ça, c'est des varves océaniques d'un bassin particulier au large du Venezuela. Là, c'est des varves dans un lac au Japon. Mais essentiellement, généralement, les sédiments lacustres et sédiments marins ne vont pas présenter de lamines annuelles, donc la résolution temporelle ne sera que de quelques décennies ou de décennales au maximum. Donc il y a un problème effectivement de résolution qui ne sera pas comparable à celle des anneaux d'arbres, mais encore une fois, une qualité aussi, parce qu'on a d'autres indicateurs beaucoup moins qualitatifs, qui sont fondés en fait essentiellement sur des méthodes de géochimie, qui vont nous permettre en fait, de remonter en particulier à des paléotempératures et de dater aussi, des méthodes de datation qui nous permettent de dater précisément
ces différents sédiments. Alors, il y a d'autres archives encore, les stalagmites dans les grottes. Là, on peut retrouver des stalagmites avec des couches annuelles, mais on peut aussi les dater de façon très précise avec des méthodes, en particulier l'uranium-thorium. Les carottes de glace peuvent être utilisées aussi pour reconstituer la variabilité au pôle. Et ces carottes de glace présentent aussi, dans certains cas, des couches annuelles, mais souvent, on peut se contenter, on est obligé de se contenter de les dater en tenant compte des maxima de soufre, de teneur en soufre, qui sont liés à des éruptions volcaniques répertoriées, bien connues dans l'histoire des différentes zones. Et donc, on a des précisions, alors qui ne vont pas être aussi bonnes au point de vue chronologique que celles des anneaux d'armes, mais quand même des résolutions qui peuvent atteindre quelques années. Un autre type de... Alors encore une fois, les carottes de glace sont très utiles pour remonter dans le temps pour les zones polaires, mais sous les tropiques, en tout cas à basse altitude, il n'y a pas de carottes de glace possible. Donc les autres archives qui peuvent être utilisées, que nous utilisons, ce sont des colonies de corail, des colonies massives. Ici, vous avez un exemple justement de forage sous-marin d'une colonie, d'un porites, et quand on fait une radiographie, on peut obtenir des couches annuelles, des cernes annuelles, qui sont centimétriques. Ici, c'est juste un exemple avec une radiographie, et on peut faire, non pas de la dendrochronologie, mais ce que l'on appelle de la sclérochronologie. On peut compter les couches annuelles. Donc ici, juste un exemple de radiographie. Alors, avec toutes ces informations, en fait, les paléoclimatologues ont calibré et compilé statistiquement les différentes informations et ont convergé vers des courbes de reconstitution des anomalies de température au cours du temps. Alors ici, ce que je vous présente, c'est une actualisation qui a été ensuite utilisée dans le cadre de la compilation du GIEC en 2013, qui vous représente sur les 2 derniers millénaires différentes courbes obtenues par différents auteurs, à partir généralement des mêmes séries temporelles. Donc c'est un état des lieux en fait de l'état de l'art du sujet qui prévalait en 2013, avec plusieurs courbes qui sont globalement en accord, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les séries brutes temporelles, les séries sont souvent les mêmes. Alors c'est pas forcément vrai dans le détail, c'est-à-dire que certains essais, il faudrait regarder dans le détail de chaque courbe, mais certains essais ne prennent pas en compte exactement les mêmes enregistrements, mais globalement, c'est quand même des séries temporelles qui sont toutes fondées sur ces enregistrements, qui sont ensuite compilés avec des méthodes statistiques qui peuvent différer suivant les auteurs. Donc on a globalement on va dire, les Américains aiment bien parler les Anglo-Saxons aiment bien parler de plat de spaghetti. On a des tendances qui sont en fait similaires entre les différentes courbes, mais ce que l'on voit au premier ordre, c'est que il y a à la fois un accord général dans le temps de ces différentes reconstitutions, avec en particulier une période un peu plus chaude vers 1000 ans ici, qui correspond à la période de l'optimum climatique médiéval, une période un peu plus froide ici à partir de 1300 et jusqu'à 1800, qui correspond au petit âge glaciaire, mais une grande dispersion, et en même temps, on voit que l'amplitude générale de ces courbes, qui sont soit nord-hémisphériques ici, il s'agit en fait de compilations essentiellement pour l'hémisphère nord, en 2013, parce qu'il y avait très peu d'informations. Il y a tellement peu d'informations à cette époque, il y avait tellement peu d'informations sur l'hémisphère sud que les auteurs ont préféré ne représenter que la partie de l'hémisphère nord, mais on voit que l'amplitude est relativement faible. Et tout se passe dans un mouchoir de poche, ici, entre plus 0,5 degrés et moins 0,5 degrés, pratiquement. Et c'est vraiment ce 1 degré de changement de température, ou 1 jusqu'à moins 1 quand on prend l'amplitude totale, c'est vraiment à la limite de la résolution et de la précision des différents indicateurs qui sont utilisés. Alors, et il y a toujours ce débat aussi de la validité ou non
des anneaux d'armes qui sont très utilisés, en fait, qui constituent l'essentiel des enregistrements, des séries temporelles qui sont incluses dans ces reconstitutions. Il y avait toujours ce débat sur la validité ou non, la possibilité ou non de reconstituer des tendances à long terme, puisqu'on est obligé de faire des corrections d'étendancement sur ces séries temporelles de dendrochronologie, de dendroclimatologie. Et donc, il y a toujours eu beaucoup de débats dans la communauté. Ici, vous aviez, c'est juste un exemple, mais de travail qui ensuite a été critiqué, mais qui montrait que quand on excluait toutes les cernes d'arbres, d'une part, on n'avait pratiquement plus rien à se mettre sous la dent. Ici, vous avez juste un essai de reconstitution paléclimatique sur 2000 ans à partir de ce qu'il y avait de disponible à l'époque dans les années 2000, les températures des 2 derniers millénaires, en excluant les cernes d'arbres, on retrouve quasiment la même chose avec un optimum climatique médiéval, un petit âge glaciaire, donc pas de grande surprise, mais encore une fois, cet enregistrement tronque totalement en fait, la base de données qui est beaucoup plus conséquente. Alors c'est pour cela en fait, que la communauté scientifique qui s'occupe du dernier millénaire ou des 2 derniers millénaires s'est en fait organisée pour compiler les données de façon un peu consensuelle, en discutant, en débattant et en faisant en sorte que les différentes sous-communautés se réunissent, ceux qui travaillent en particulier sur des archives différentes, qui se mélangent pas forcément, mais qui sont obligés à un moment de comparer leurs données, et pour obtenir une couverture à l'échelle mondiale, on est bien obligé de se satisfaire de ce que l'on a, en particulier des arbres sur le continent et des coraux sur les océans, pour les océans. Donc voilà. Donc ça, alors, cet effort de compilation, ce programme international s'appelle Pages 2K, donc essentiellement parce qu'il est dédié aux 2 derniers millénaires. Et ici, vous avez un état des lieux en fait, de la compilation de données des sites d'études qui ont été utilisés en 2017, avec deux cartes. La première carte ici qui vous montre la répartition des différents enregistrements. Alors, cette répartition n'est pas parfaite. On a l'information là où on peut trouver ces archives. Et en même temps, on voit qu'il y a une diversité de ces différentes archives. On a beaucoup d'arbres. Ici, cette compilation en 2017, elle était fondée sur à peu près 700 séries climatiques sur les 2 derniers millénaires. Et parmi ces 700, plus de la moitié étaient des anneaux d'armes. Ici, les trees sont représentés avec des triangles verts, représentent 415 parmi 700. Donc c'est l'essentiel de la compilation, même si ces enregistrements d'anneaux d'arbres sont en fait focalisés, concentrés dans certaines zones particulières et n'ont pas une couverture globale. Mais il y a d'autres enregistrements, comme je vous l'ai dit, des glaces, des sédiments, sédiments marins, sédiments lacustres, des stalagmites, des coraux. Et alors l'autre problème qui est inhérent, comme je vous l'ai signalé, c'est que autant les anneaux d'arbres sont quasi parfaits pour ce qui concerne la résolution temporelle, puisqu'on fait des comptages annuellement, donc il y a au moins cette résolution annuelle sur les derniers 2000 ans, en particulier si on peut vérifier pour éliminer certaines anomalies, mais d'autres enregistrements ont des résolutions qui sont beaucoup plus basses. Donc ça, c'est un diagramme qui représente exactement les mêmes sites, mais avec des résolutions. Donc tous les arbres ici sont présentés avec une résolution annuelle. Les coraux, quelquefois, permettent d'aller jusqu'à une résolution saisonnière, comme on va le voir. On peut carrément étudier le cycle saisonnier, chose que l'on ne peut pas faire précisément avec les anneaux d'arbres, en tout cas uniquement avec leur anatomie. Et par contre, il y a d'autres enregistrements, d'autres archives qui ne permettent pas d'avoir des résolutions annuelles, qui sont avec des résolutions de l'ordre de quelques décennies, voire du siècle. Et ça, ce sont tous les enregistrements liés à des sédiments marins ou lacustres. Alors l'autre gros défaut de ces compilations, c'est que plus on remonte dans le temps, moins les archives sont complètes. Donc ça, c'est un diagramme qui est fondamental dans ces compilations d'actualisation de la fameuse courbe de Lumb et de ces courbes de paléoclimatologie sur les 2 derniers millénaires. C'est une représentation au cours du temps de la couverture du nombre d'enregistrements pour chaque année. Donc vous voyez, pour la partie très récente, fort heureusement, on n'a pas trop de difficultés à obtenir beaucoup d'informations sur le dernier siècle. C'est bon pour la calibration, parce que toutes les calibrations sont...
les études de calibration et les validations pour les autres archives que les anneaux d'arbre sont fondées aussi sur une validation avec les données instrumentales, donc c'est important d'avoir beaucoup d'archives sur le dernier siècle, mais vous voyez que quand on remonte dans le temps, eh bien, on a de moins en moins d'informations, tout en étant totalement dominé par les anneaux d'arbre, mais vous voyez qu'il y a de moins en moins, par exemple pour l'année 400 ou l'année 500 par exemple, l'année 500, vous avez finalement assez peu d'anneaux d'arbre, enfin de séries dendroclimatiques qui vont permettre de reconstituer les cartographies de paléotempérature en particulier. Alors, une façon de le visualiser, c'est par exemple de comparer deux cartes, une de la couverture spatiale, donc, qui montre, en fait, qui illustre ce problème, qui est que la couverture spatiale se dégrade fortement en remontant dans le temps. Ici, vous avez donc une cartographie qui vous montre ce qui se passe pour le dernier siècle, 1900 à 2000. Donc, on a des enregistrements qui sont relativement bien répartis à la surface de la planète, pas de façon parfaite, essentiellement dominés par les anneaux d'arbre. Mais quand on remonte à l'an 500, par exemple, eh bien, on voit qu'on n'a pratiquement plus rien, et on a très peu de choses, on n'a pratiquement rien sur les coraux. Donc, reconstituer des séries mondiales va être très difficile, en fait, en particulier pour le premier millénaire. Donc, c'est encore un grand débat, comme on va le voir. Alors, pour une actualisation, donc, dès bon, je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai parlé de cet effort de Pages-Touquet avec le papier de 2013, qui a été très vite utilisé. Donc voici la compilation en fait, des séries temporelles moyennées sur 30 ans sur les deux derniers millénaires de cette compilation Pages-Touquet fondée sur 700 enregistrements. Donc on retrouve essentiellement une tendance relativement à long terme avec une période relativement plus froide qui correspond au petit âge glaciaire. On voit aussi des événements climatiques qui sont encore une fois à la limite de la détection avec ces statistiques qui sont employées, mais on a l'impression qu'il y a effectivement un peu de mouvement pendant le petit âge glaciaire qui n'est pas une période simple, comme on va le voir. Alors, cet enregistrement, donc, publié en 2013, qui est effectivement le meilleur, en tout cas celui qui tient le mieux compte de tous les enregistrements disponibles, a été comparé avec des reconstitutions précédentes. Les reconstitutions précédentes, elles sont fondées aussi sur le même type de données, quelquefois qui sont même intégrées dans la compilation de Pages-Touquet. Donc le fait qu'il y ait une corrélation entre les deux n'est pas fortuit. Il y a une circularité qui est indéniable, mais encore une fois, les techniques n'étaient pas les mêmes, les enregistrements il y en avait moins, mais on voit qu'il y avait déjà un peu de débat. On retrouve encore une fois l'optimum médiéval, le petit âge glaciaire, et en particulier pour la partie entre 0 et 800 ans avant le présent, entre l'an 1 et 800, l'an 800, on a des courbes en fait et un désaccord finalement sur le fait ou non d'avoir des plus basses températures pendant cette période de l'Antiquité tardive, comme on va le voir, alors que la courbe Pages-Touquet, on a l'impression qu'elle ne donne qu'une longue tendance de décroissance de la température pour converger vers le petit âge glaciaire, pour ensuite remonter à partir du XXe siècle. Donc il y a toujours ce débat. Alors, il est important, parce que ça, c'est des compilations où l'on essaye de faire un calcul à l'échelle mondiale, comme on peut, puisque, vous l'avez vu, il y a beaucoup de trous dans l'espace, mais il est aussi possible de regarder de façon plus précise les compilations dendroclimatiques sur certaines zones géographiques qui sont mieux documentées. C'est en particulier ce qui a été fait par certains auteurs, en particulier des auteurs plus focalisés sur la dendroclimatologie. Et donc ici, il s'agit d'un travail focalisé sur l'Europe et complètement focalisé sur les données à haute résolution de dendroclimatologie, donc les arbres, avec une reconstitution climatique où l'on retrouve, encore une fois, des variations de température qui ne sont pas très importantes, entre plus 1 et moins 1 degré, mais avec des coups de froid quand même significatifs. Et on retrouve, en regardant bien, toujours les mêmes constantes, avec une période un peu plus chaude centrée autour de l'an 1000,
l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire, avec des à-coups, mais qui est globalement daté entre le XIIIe siècle et le XIXe siècle. Donc on retrouve en fait certaines constances, mais avec des amplitudes entre les deux qui sont relativement faibles. Ici, on a moins de 1 degré Celsius entre ces deux enregistrements. Alors, il y a eu, encore une fois, c'est de la science qui avance et en même temps beaucoup de débats, de critiques sur les enregistrements. Il y a eu une révision par le même groupe, en fait, par les mêmes auteurs, qui ont décidé en fait, d'appliquer des critères statistiques beaucoup plus sérieux, beaucoup plus durs en fait, sur la qualité des séries. Donc c'est une actualisation. Alors on a l'impression qu'elle va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on réduit le jeu de données. Donc les publications de Pages 2K en 2019 ont réduit de façon significative le nombre de séries utilisées, mais en éliminant, pour de bonnes raisons, certains enregistrements qui avaient des trous dont les calibrations n'étaient pas satisfaisantes. Et donc, le jeu de données, au maximum, a 250 séries temporelles, mais qui sont mieux validées. Et donc, le même jeu a été réalisé avec ce jeu de données, toujours dominé par les anneaux d'armes, en fonction du temps. Ici, c'est la compilation, c'est l'histogramme qui vous présente le nombre, pour chaque année, les enregistrements qui sont disponibles. Donc on retrouve la constante sur le fait qu'il y a très peu de choses au début de la période historique, beaucoup plus pour les derniers siècles. Et surtout, différentes méthodes de statistiques ont été employées à la fois pour les méthodes de calibration sur le dernier siècle et aussi pour les méthodes de compilation. Donc on ne va pas, évidemment, je ne vais pas vous détailler quelles sont les différentes techniques statistiques qui ont permis mais qui montrent en fait qu'il y a quand même une variabilité conséquente. Par exemple, pour le petit âge glaciaire, on a différentes techniques qui ne vont pas donner exactement la même amplitude de changement de température. Soit on est à 0,5 degrés, soit on est beaucoup plus bas dans un autre cas. Donc des débats, encore une fois, dans la communauté, mais toujours cette constance de pratiquement pas de variation de température conséquente pendant le premier millénaire et essentiellement un effondrement pendant la deuxième partie, pendant le petit âge glaciaire. Alors ces courbes ont été utilisées en fait assez rapidement, dès le départ en fait, dans les différents rapports du GIEC. Ici, vous avez tiré d'un travail de compilation en fait récent d'un dendroclimatologue qui s'appelle Jan Esper, qui est à l'université, qui est professeur à l'université de Mayence. Je l'avais invité en fait si ça vous intéresse de le voir en vrai. Jan Esper, je l'avais invité en 2022. Il a fait une conférence qui est disponible sur le site web du collège sur le sujet qui nous intéresse. Mais ici, c'est un diagramme en fait que Jan a publié pour justement montrer l'évolution de la représentation de ce dernier millénaire, pas depuis 1990, mais depuis 2001 en particulier, parce qu'en 2001, il y a eu cette courbe emblématique qui a été publiée par Michael Mann, Ray Bradley et Malcolm Hughes, donc trois spécialistes de la paléoclimatologie et de la dendroclimatologie, qui est cette fameuse courbe en crosse de hockey, qui était emblématique dans le rapport du GIEC de 2001. Et ensuite, il y a eu d'autres actualisations. Celle que je vous ai montrée pour 2013, elle est ici. Et la dernière, pour le dernier rapport du GIEC de 2021, eh bien, ce qui a été utilisé, c'était uniquement les courbes de Pages 2K, mais en faisant uniquement la médiane et en supposant une incertitude symétrique. Alors, donc on retrouve finalement les mêmes constances, mais avec une dispersion qui est bien moindre en fait, dans cette courbe de 2021. Et on va voir en fait que très probablement, c'est une vue un peu simpliste de l'affaire. En tout cas, il y a des débats dans la communauté sur le fait que cette courbe est peut-être trop lisse et en même temps qu'une partie de l'incertitude devrait être beaucoup plus importante dans le passé, un petit peu comme on le voit très bien ici sur la courbe de Mann. Vous voyez très bien que l'incertitude pour le petit âge glaciaire est beaucoup plus faible que pour la partie qui remonte jusqu'à 1000 ans, essentiellement parce qu'il y a de moins en moins, c'est complètement trivial, mais le fait qu'il y ait de moins en moins de séries temporelles fait que les incertitudes sur les estimations de température à l'échelle mondiale deviennent de moins en moins, de plus en plus grandes, ces incertitudes. Alors, ces différentes courbes, elles ont été utilisées dans ces différents rapports du GIEC, et en particulier, elles ont été montrées dans ce que l'on appelle le SPM,
Summary for Policy Makers, enfin le résumé pour décideurs. Et donc ce sont des courbes qui sont, vous les avez vues probablement des milliers de fois. Alors, un des gros défauts qui subsiste encore actuellement, c'est le fait qu'il y a très peu d'informations sur l'hémisphère sud. Il y a en fait finalement qu'une courbe qui remonte que jusqu'à 1000 ans. En tout cas pour les anneaux d'armes, c'est relativement peu. Et ça, c'est quelque chose, donc, encore une fois, qui était dans ce papier, qui montrait bien justement à la fois la diversité des reconstitutions paléoclimatiques elles-mêmes, qui ont été compilées, moyennées. En fait, ce n'est pas une moyenne qui a été utilisée, c'est juste la médiane de ces différents enregistrements pour le dernier rapport du GIEC. Et on voit que finalement, il y a très peu d'informations pour l'hémisphère sud, donc c'est très difficile d'obtenir une courbe globale, même si l'essai a été fait. Quand on regarde un petit peu les détails, c'est ce qu'ont fait les spécialistes de ce sujet. Quand on regarde en particulier pour le dernier millénaire, où on a un peu d'informations pour l'hémisphère sud, eh bien on voit qu'au premier ordre, on a des ressemblances entre la courbe de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. C'est ce qui est indiqué sur ce graphe, en fait, qui représente à la fois une courbe qui est indiquée ici en rouge. Alors c'est un peu difficile à lire, parce qu'il y a une courbe en rouge qui est en fait la moyenne des différentes courbes individuelles jaunes, qui représente la variabilité de l'hémisphère nord, et la courbe de l'hémisphère sud est indiquée en bleu. Comme il n'y en a qu'une, c'est plus simple à voir, mais au premier ordre, comme ça, de loin, on voit encore une fois l'optimum médiéval pour les deux courbes, la diminution pendant le petit âge glaciaire et la remontée beaucoup plus, quasi récente pour le dernier siècle. Donc il y a une corrélation manifeste entre les deux, mais quand on regarde les détails, on voit des décrochages, des décorrélations, une faible corrélation pour la variabilité décennale. On voit très clairement, on pourrait regarder dans le détail, ici vous avez un décrochage entre les deux courbes, ici aussi, ici elles sont complètement anticorrélées. Alors il faut tenir compte bien évidemment des incertitudes, mais on voit qu'on a aussi un déphasage très important justement sur la dernière période. Là, on voit que l'hémisphère sud démarre beaucoup plus lentement le réchauffement moderne. Donc on voit effectivement des complications. Alors il est possible de regarder de façon plus détaillée chaque période. C'est ce que l'on va pouvoir faire. Ici, en particulier pour les derniers siècles, pour toute cette période depuis 500 ans jusqu'à l'actuel, on peut regarder les données essentiellement dendroclimatiques, ou toutes les données qui ont été compilées dans les différentes zones, dendro et les autres, et pour regarder quelle est l'évolution depuis 1500 ans de la tendance sur un siècle. On fait des moyennes comme ça pour différentes zones, et on peut représenter sous la forme d'un code de couleur, exprimé en degrés par siècle, soit négatif lorsque ça se refroidit, soit positif lorsque ça se réchauffe, et on peut regarder pour ces différentes zones géographiques, avec toutes les informations disponibles, les tendances à long terme. Donc c'est ce qui a été fait toujours dans la même étude, justement, de regarder ces enregistrements au cours du temps. Donc ici, il faut imaginer donc une fenêtre glissante que l'on propage comme ça sur tous les enregistrements, qui est représentée ici en gris. Et cette fenêtre glissante va moyenner tous les enregistrements pour obtenir une tendance à long terme. Donc au départ, on plonge vers le petit âge glaciaire, donc essentiellement on se refroidit, et ensuite on va voir qu'on a des fluctuations pendant toute la période de 1700 à 1800 avec des réchauffements, des refroidissements suivant les zones géographiques. Là, on est dans le bleu, donc ça se refroidit. Et on va voir que tout à fait à la fin, on va remonter pour échantillonner finalement le réchauffement récent sur le 19e, 20e siècle. Donc des exercices qui peuvent être faits avec, donc il faut imaginer, beaucoup de séries temporelles dans chaque rectangle géographique qui permet justement de compiler et d'estimer des tendances à long terme. Alors c'est ce qui est fait donc, dans cette petite animation, mais qui est fait aussi de façon plus quantitative sur ces différentes courbes, qui dissèquent un petit peu le signal en fonction des latitudes ou des zones géographiques qui ont été cartographiées, là, avec des grands rectangles géographiques, latitude, longitude, pour l'Arctique, pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Amérique du Nord, pour l'Atlantique, l'Indien, etc., l'Amérique du Sud, l'Antarctique. Et ce qui a été représenté, en fait, ce sont des compilations géographiques pour ces zones-là, des différents enregistrements, essentiellement quand même beaucoup les enregistrements de dendroclimatologie. Ce que l'on voit, c'est qu'on a effectivement, c'est ça qui a été aussi calculé,
avec des techniques statistiques, essayer de détecter où est la rupture de pente, quand est-ce qu'on va effectivement voir un début de réchauffement. Alors on peut le voir à l'œil, mais il y a des techniques qui permettent de le quantifier plus précisément. Donc c'est ce qui a été fait ici, et on voit que pratiquement on a des ruptures de pente au XIXe siècle, pratiquement pour tous les enregistrements, sauf l'Antarctique, hein, qui est avec un calme plat jusqu'à la fin. Il n'y a pas de rupture pour l'Antarctique, mais on voit que cette rupture de pente intervient donc au XIXe siècle, suivant les enregistrements sud ou nord, ça démarre plus ou moins tôt, mais c'est à peu près pour cette période. On l'a vu hein, sur la comparaison hémisphère nord, hémisphère sud, c'est plus précoce dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, donc on retrouve cette constante. Et un autre paramètre que l'on peut calculer, c'est aussi l'émergence par rapport au bruit naturel, par rapport à la variabilité, alors qui n'est pas du bruit, mais qui est d'une variabilité quasi météorologique, donc on a des fluctuations. Ici, par exemple, quand on regarde la courbe pour l'Arctique, on voit que les fluctuations de température décennales ou interannuelles sont relativement conséquentes, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir à partir de quel moment on sort en fait du bruit. Donc ce calcul tient compte à la fois de l'amplitude, donc c'est forcément après l'inflexion, après la rupture de pente qui débute un peu plus tôt, mais vous voyez qu'on peut faire un calcul justement pour savoir à partir de quel moment on sort du bruit de la fin du petit âge glaciaire pour les différentes zones géographiques. Donc, et là, le message est que globalement, c'est plus tardif, c'est essentiellement soit à la fin c'est généralement durant le XXe siècle, ou quasiment pas encore, pour certaines zones géographiques situées dans l'hémisphère sud. Donc on peut effectivement faire ces exercices pour regarder de façon assez fine les différents enregistrements, mais encore une fois, il y a beaucoup de débats en fait, sur la validité de ces enregistrements et les incertitudes associées, en particulier parce que c'est on mélange finalement des poires et des oranges. Hein, les statistiques nous aident pour le faire. On peut faire des moyennes et des analyses multivariées avec des enregistrements qui sont très différents, mais au final, on mélange finalement des choses qui sont peut-être difficiles à mélanger. Et en particulier, c'est les anneaux d'arbres et les autres enregistrements qui ne sont pas du tout quantifiés avec les mêmes techniques, avec les mêmes supposés, montrent finalement à la fois des tendances longues et des variations à court terme qui sont assez différentes. Et donc, dans la communauté, il y a beaucoup de critiques en fait, à l'intérieur de cette communauté pour essayer d'améliorer les choses et surtout d'aller plus loin en fait, que des compilations qui vont effectivement lisser à outrance les enregistrements. Alors c'est en particulier, ici là, je vous présente quelques travaux récents de certains dendroclimatologues, en particulier, donc je vous ai cité Jan Esper. Ici c'est un autre, Ulf Bungen, qui est professeur à Cambridge, qui se plaint en fait, du fait que la courbe Pages2K, à laquelle il a contribué, mais est très lissée, c'est celle qui était indiquée ici en gris, enfin en blanc et en gris, avec son incertitude, encore une fois avec juste la médiane. C'est la courbe qui a été utilisée dans le dernier rapport du GIEC, et des courbes uniquement fondées sur la dendroclimatologie, qui présentent en fait des fluctuations de température beaucoup plus importantes, interdécennales, pour lesquels les enregistrements sont très fiables. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas du bruit analytique, il y a des événements qui se sont déroulés entre l'an 500 et l'an 600, avec des changements de température importants, comme on va le voir. Et donc, une des critiques en fait, de cette communauté, de cette sous-communauté des dendroclimatologues, c'est le fait qu'à force de lisser et de tout mettre dans le même sac, hein, en anglais, on parlerait de mixed bag. Le fait de lisser et d'avoir des résolutions temporelles qui ne sont pas les mêmes, eh bien, ça a tendance finalement à conduire à un enregistrement où on va finalement ne voir qu'une longue tendance vers un petit refroidissement, mais avec une amplitude très très faible. Donc, alors le problème, c'est qu'il y a aussi un effet de saisonnalité, c'est-à-dire que les anneaux d'arbres, eux, sont essentiellement liés au changement de température estivale, et donc les reconstitutions à l'échelle mondiale et à l'échelle
annuelles sont beaucoup plus difficiles. Donc il y a une controverse pour savoir quel est l'effet dans cette mauvaise comparaison, on va dire, de l'amplitude de ces événements particuliers. Est-ce que c'est l'effet de la saisonnalité? Est-ce que c'est purement un signal estival? Ou est-ce que c'est un lissage qui est lié à la mauvaise résolution temporelle, aux erreurs aussi de chronologie des différents enregistrements des autres archives, qui font que, quand on fait des moyennes, eh bien, on trouve une courbe qui va avoir tendance à être lissée. Ce qui conduit finalement à certains dendroclimatologues à ne considérer que les données d'anneaux d'arbre. Donc ça, c'est un graphique justement toujours par Ulf Büngen et son équipe. Bon, encore une fois, c'est essentiellement tous ses collègues de dendroclimatologie qui ont reconstitué comme ça, sur les 2 derniers millénaires, l'invariabilité de température exprimée en degrés Celsius, mais encore une fois, toujours pour l'été. C'est essentiellement ça le déterminant sous nos latitudes des changements de température, où l'on retrouve à la fois le petit âge glaciaire ici, l'optimum médiéval, ce qui est appelé le petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, le fameux l'Alia en anglais, et un optimum pour la période romaine. Donc on a des fluctuations de température qui sont bien documentées dans tous les anneaux d'arbres et qui sont mises en corrélation, comme on va le voir dans la suite du cours, donc cette année, mais essentiellement l'année prochaine, avec des événements historiques, comme on va le voir sur les derniers siècles, avec une importance sur des épisodes de migration et d'exploration, et en particulier pendant le petit âge glaciaire, pendant l'optimum médiéval, et d'autres événements pendant l'Antiquité tardive ou l'Antiquité un peu plus ancienne. Donc on abordera justement toutes ces corrélations et ce que l'on peut en dire aujourd'hui, parce que c'est une science qui avance aussi, et quand on abordera aussi ici c'est essentiellement des reconstitutions de paléotempérature, mais on peut aussi essayer de reconstituer des paléoprécipitations, s'intéresser aux pluies, et dans différentes zones géographiques, essentiellement les zones de mousson, à la fois en Asie, en Afrique et en Amérique, on verra qu'on a des événements que l'on va pouvoir voir justement dans ces enregistrements à haute résolution, que l'on va pouvoir corréler et montrer en fait qu'ils ont une influence régionale sur les sociétés humaines de l'époque avec ces enregistrements à très haute résolution, chose que l'on ne peut pas faire avec des enregistrements qui vont être trop lissés ou qui auront une valeur peut-être à l'échelle mondiale, mais où l'on ne voit plus finalement les détails régionaux où les variations sont plus conséquentes. Alors, ceci étant, quand on regarde comme ça à l'échelle des 2 derniers millénaires et qu'on considère justement, qu'on compare ces 2 derniers millénaires avec la période la plus récente, ça ne remet pas en cause en fait la singularité finalement du dernier siècle. C'est-à-dire que même s'il y a eu, on les retrouve ici, il s'agit encore une fois d'une compilation très récente là, de Jan Esper, qui montre en fait essentiellement fondée sur la dendroclimatologie, les anneaux d'arbres, des reconstitutions de paléotempérature. Donc on retrouve ici les plus ou moins 1 degré pendant les 2 derniers millénaires, avec des événements brefs qui apparemment sont effectivement réels et ont affecté les sociétés humaines sur toute cette période, en particulier pendant le petit âge glaciaire que l'on retrouve ici. Mais quand on met en corrélation avec le dernier siècle, on voit très nettement que on sort finalement du bruit, et en particulier ici, il s'agit d'une reconstitution pour l'été. Pour les mois de juin, juillet, août, on retrouve par exemple que l'année 2003 est tout à fait anormale quand on fait cette comparaison avec la série temporelle sur 2000 ans. On peut regarder aussi, on peut faire un diagramme d'anomalie en amplitude, un peu un histogramme symétrique avec des anomalies négatives ou positives, et ce qu'on voit, c'est qu'essentiellement, pour les périodes anciennes, on est centré et on a une variabilité de l'ordre de 0,5 degrés, soit en plus, soit en moins. Et pour vraiment aller beaucoup plus loin, il faut regarder les années très récentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument constant. Mais ce que l'on voit aussi quand on regarde cette courbe, c'est le peu de variation pendant le dernier millénaire. On retrouve finalement, quand on met cette échelle jusqu'à 2 degrés ici, on retrouve le fait que les fluctuations, même s'il y a des à-coups, ce petit âge glaciaire, il n'est pas beaucoup plus froid que la période de l'optimum climatique médiéval. Alors, c'est aussi un débat, puisque comme
on peut remonter jusqu'à Douglas, justement, il y a aussi débat dans la communauté. Les dendroclimatologues ont raison sur le fait qu'ils ont, enfin nous avons, puisque on participe aussi, mais on a la preuve que les anneaux d'arbres permettent d'avoir une résolution annuelle, mais en même temps, il y a des défauts dans ces reconstitutions. Elles sont totalement empiriques et elles sont quelquefois en désaccord avec les autres enregistrements, en particulier pour les tendances à long terme. Alors c'est ce qui est bien illustré justement, même dans les données de Pages2K. Et ça vient aussi en partie du fait que toutes les séries temporelles de dendroclimatologie sont détendancées. Donc on ne peut pas, et quand on détendance en particulier pour éliminer l'effet d'âge des arbres, on a toujours le risque d'éliminer une partie statistique de long terme qui est effectivement liée au climat et n'est pas liée à l'âge de l'arbre. Donc on a fondamentalement aussi une limite de ces enregistrements des anneaux d'arbres qui est liée au fait qu'on fait des corrections et on n'a pas véritablement de preuve de l'utilisation à très long terme, puisque la période de calibration, elle est confinée au dernier siècle. Et on ne peut pas vérifier que sur un millénaire, il faudrait un millénaire de calibration pour bien montrer que les fluctuations à court terme, celles qui avaient été mises en évidence par Douglas il y a plus d'un siècle, qu'on peut appliquer les mêmes calibrations pour des variations très lentes sur un millénaire. Donc c'est toujours une question. Et on peut le revoir finalement en disséquant les séries dendroclimatiques du dernier millénaire, en particulier la base de données de Pages2K, ici vous l'avez, mais où l'on a distingué les différents enregistrements avec les différentes archives. Et alors on retrouve les anneaux d'arbres avec 415 enregistrements, donc c'est ce qui domine, mais on retrouve que si on prend uniquement cette variabilité des anneaux d'arbres, on ne trouve pas de tendance à long terme. Mais par contre, quand on regarde les sédiments marins, les sédiments lacustres ou l'extension des glaciers, alors les coraux, les enregistrements ne sont pas suffisamment longs, les textes historiques ne permettent pas de remonter très loin non plus, mais essentiellement ces trois types d'informations qui sont totalement indépendantes, avec des résolutions qui ne sont pas forcément parfaites à l'année près, mais on voit quand même que les tendances à long terme sont beaucoup plus importantes. Et donc, il faut s'intéresser aussi aux océans, qui en plus représentent plus de 70% de la surface du globe. Donc, quand on veut faire des moyennes à l'échelle globale, il faut effectivement s'intéresser à l'océan. Alors, je vais un peu plonger dans l'océan pour le reste du cours, pour vous montrer en fait, que depuis le 19e siècle, c'est toujours le même problème. En fait, on a besoin, au même titre que pour faire des calibrations de dendrochronologie, de dendroclimatologie, on est obligé d'utiliser les données météorologiques à terre, eh bien, on va être obligé de comparer les enregistrements marins avec des véritables mesures de température, et elles sont à disposition depuis le 19e siècle. Il y avait des mesures dès le 19e siècle, dès le début du 19e siècle, en particulier sur les navires marchands de la Compagnie des Indes. Ici, vous avez juste une représentation d'un de ces bateaux, avec ici, tiré d'un papier, des enregistrements de température qui avaient été réalisés pendant un grand voyage entre l'Angleterre et l'Inde, à la fois à l'aller et au retour, avec des changements de température en fonction des latitudes, bien évidemment, mais qui permettent en fait de compiler. Donc il y a beaucoup d'enregistrements qui ont été réalisés avec des techniques qui n'étaient pas forcément fameuses, parce qu'effectivement, il fallait avoir confiance dans la mesure de température dans un seau. Alors ces seaux ont été améliorés, ça c'est juste quelques photos qui montrent l'amélioration de ces seaux qui sont utilisés pour les mesures de température in situ sur les bateaux, mais pour le 19e siècle, essentiellement, c'était des mesures dans des seaux tout à fait simplistes. Mais encore une fois, ce sont des données qui sont utilisées, alors qui doivent être corrigées de ceci ou de cela, en particulier du refroidissement ou du réchauffement suivant les conditions météorologiques, mais encore une fois, des données qui peuvent être utilisées, qui ont des incertitudes et qui permettent de remonter dans le temps. Alors, un exemple célèbre, c'est aussi les premières campagnes scientifiques, en particulier du bateau, le Challenger, le Her Majesty Ship Challenger, avec des voyages autour du monde de 1872 à 1876, et on peut même faire des comparaisons entre les températures mesurées à l'époque et les températures actuelles mesurées avec les flotteurs Argo
pour la période, ici c'était un papier qui comparait justement ces mesures de température précisément avec les mesures Argo pour la période 2004-2010. Et essentiellement, ce qu'on voit, c'est que les températures étaient plus froides, tout ça étant lié au réchauffement actuel. Donc on peut faire des comparaisons avec des données anciennes. Et quand on compare depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la période actuelle, jusqu'à 2025, et qu'on compare les changements de température océaniques et atmosphériques, eh bien, on voit essentiellement qu'ils sont corrélés. Le réchauffement se propage à l'océan. Donc là, c'est une courbe qui est actualisée jusqu'à la période actuelle, qui vous montre en fait qu'il y a même un décrochage à partir des années 80. On voit que le réchauffement est plus important. Alors, bon, il faut imaginer aussi que comme c'est quelque chose qui est comme le réchauffement part de l'atmosphère pour se propager à l'océan, et qu'en plus l'océan se mélange, que les couches de surface, ici il s'agit de changements de température, d'anomalies de température en fonction du temps depuis la fin du 19e jusqu'à la période actuelle. Pour la surface, il faut imaginer aussi qu'il y a un brassage des masses d'eau, des courants qui vont en profondeur, et donc les changements de température, ce réchauffement, il va aussi se propager. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a un décrochage, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un changement de température en profondeur. Et puis en plus, il faut tenir compte du fait que les changements de température, il est beaucoup plus difficile de changer de la température de l'eau que de l'air, à cause de la chaleur massique qui est très différente entre l'eau et l'air. Et si l'on rapportait les changements de température non pas en degrés Celsius, mais en joules ou en calories, eh bien, on trouverait que l'essentiel de la chaleur emmagasinée pendant le réchauffement actuel est dans l'océan. On frise maintenant, on est pratiquement à 1,5 yotajoule de flux de chaleur océanique, donc c'est presque, on est à 0,4, 0,5, 10 puissance 24 joules, donc c'est absolument colossal, et c'est en train de se propager. C'est aussi une des raisons de la montée du niveau de la mer actuelle, c'est à peu près un tiers qui est lié à l'expansion thermique. Mais bon, encore une fois, donc des données chiffrées, quantifiées, de changements de température de la surface de l'océan qui permettent de remonter dans le temps, et qui vont être comparés avec des données paléoclimatiques, avec des résolutions soit annuelles, en particulier des coraux, c'est ce qui est représenté sur cette carte, qui représente les points, les sites de mesure où il y a des coraux avec des séries temporelles qui permettent de reconstituer avec des résolutions saisonnières, et d'autres enregistrements qui vont être généralement avec des résolutions un peu moindres, de l'ordre qui sont souvent supérieures à 25 ans, qui sont essentiellement des sédiments marins. Donc vous avez une carte qui n'est pas parfaite encore, mais qui représente l'état de l'art, en tout cas à cette époque, de la compilation de données qui permet de faire des reconstitutions paléoclimatiques sur un millénaire. Et voilà ce que ça donne, donc toujours opéré par le groupe Pages2K, une compilation. Alors ici, il s'agit de lissage sur une fenêtre glissante de 200 ans des différents enregistrements jusque toute la période historique, c'est-à-dire depuis l'année 1 jusqu'à l'année 1900, en tout cas une moyenne sur 200 ans, avec des données qui montrent une grande dispersion entre les enregistrements régionaux, mais en même temps une longue tendance qui ressemble finalement à la courbe atmosphérique, avec une diminution lente qui se poursuit avec un changement de température plus important pendant le petit âge glaciaire. Alors, on peut regarder les données à meilleure résolution et faire la comparaison directe, explicite entre continents et océans sur les derniers siècles. On retrouve effectivement un peu la même chose que ce que l'on a vu avec les données instrumentales, c'est que l'océan suit l'atmosphère. On retrouve effectivement, depuis la fin du petit âge glaciaire, cette remontée de température avec des saccades, mais encore une fois, un parallélisme entre les deux enregistrements de température, atmosphère et océan. Donc, pour les tendances sur 2 siècles et les tendances sur quelques siècles avec des résolutions quasiment annuelles. Alors, il est important aussi de regarder un peu plus des variabilités, une variabilité à plus haute résolution, en fait. Et c'est en particulier parce qu'elle a
parce qu'il s'agit en fait de la variabilité interannuelle qui est liée au phénomène de l'ENSO, de El Niño, cette oscillation a une importance aussi climatique à l'échelle mondiale. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir regarder en particulier dans la zone du Pacifique, puisque c'est le cœur en fait c'est la source de la variabilité El Niño. Mais pour illustrer en fait l'importance de cette reconstitution, qui est toujours débattue, comme je vais vous le montrer, dans ce domaine, sur les derniers siècles et voire millénaires, il est important de bien avoir en tête que cette variabilité El Niño, elle domine, même encore à l'heure actuelle, la variabilité interannuelle de température à toutes les latitudes. Donc ici, ce que je vous ai représenté juste pour rappel, c'est la variabilité depuis la fin du XIXe siècle, avec des données instrumentales. Donc là, il s'agit de mesures météorologiques compilées à l'échelle mondiale, moyennées et désaisonnalisées pour les différentes saisons, avec 4 points par an, et qui vous montre en fait les changements de température à l'échelle mondiale. C'est la courbe du haut, qui vous présente la courbe que vous avez vue et revue. On pourrait faire la moyenne des 4 saisons pour obtenir la moyenne annuelle, mais on retrouve donc le réchauffement mondial récent avec des à-coups, avec une variabilité interannuelle conséquente qui correspond au phénomène El Niño. Et ça, on s'en rend compte en particulier lorsqu'on regarde non pas la Terre globale pour le dernier siècle, mais uniquement les latitudes tropicales. Ici, vous avez la même courbe, mais uniquement confinée à la bande située entre 23 sud et 23 nord. Donc on retrouve le réchauffement mondial, mais ce que l'on trouve encore plus, c'est cette variabilité interdécennale avec des pics qui correspondent en fait aux événements El Niño. En particulier, on peut se focaliser sur un événement particulier qui était un des plus forts, l'événement de 98 qui est ici, qui est un événement El Niño très important, mais on voit qu'on est en descente en fait d'un phénomène El Niño qui a été très récent. Et ce phénomène El Niño, en fait, il peut être suivi à partir d'un index qu'on appelle l'index de l'oscillation australe, qui est directement calculé. Enfin, c'est un index qui est normalisé à partir de la différence de pression atmosphérique entre Tahiti et Darwin au nord de l'Australie. Donc c'est ça, ici, là, j'ai représenté sur cette période de 1960 à 2025, les données de cette oscillation australe avec des diminutions qui sont représentées ici en rouge pour les événements ENSO, pour les événements El Niño. Et alors cette variabilité El Niño, juste pour rappel, c'est une oscillation naturelle qui est intrinsèque au climat, qui couple en fait l'océan Pacifique et l'atmosphère, qui a donc une importance climatique énorme, parce qu'en fait, sous toutes les latitudes, même à haute latitude et de façon très éloignée, par exemple en Europe, très éloignée du Pacifique, on ressent les événements El Niño qui ont une influence importante à l'échelle mondiale, mais on le voit bien évidemment beaucoup plus dans la zone Pacifique et en particulier aussi dans toute la frange de basse latitude. Donc ce phénomène, il est représenté en fait ici avec la situation normale avec des alizés dans le Pacifique depuis l'est jusqu'à l'ouest est représentée ici, avec en particulier des basses pressions sur la zone au nord de l'Australie, avec des précipitations abondantes. Donc ça, c'est la situation, on va dire, normale. Une différence de pression qui est positive entre Tahiti et Darwin, et en situation El Niño, en fait, on a une inversion des alizés, une inversion des gradients de pression atmosphérique, une migration des pluies vers le centre du Pacifique, donc un assèchement de la partie au niveau de l'Australie et de la zone asiatique, et des pluies qui vont être abondantes, aussi une réduction des remontées d'eau profonde, donc des choses qui vont être corrélées, mais que l'on peut suivre et qui ont une influence à la fois sur les précipitations, mais aussi sur les températures, comme on l'a vu, à la fois à l'échelle mondiale, mais aussi régionale. Ici, c'est juste pour illustrer en fait les choses, c'est pour 2 événements El Niño particuliers. Il y a l'événement, je vous ai présenté donc l'événement de situation El Niño, l'événement qui est l'opposé, ce qu'on appelle la situation La Niña. Elle correspond finalement à cette disposition de situation normale, mais avec des gradients encore plus creusés, des alizés plus intenses et des remontées plus importantes et des gradients de pression qui vont être encore plus importants. Mais vous avez ici une comparaison de champs de température pour l'El Niño de 98 et l'événement La Niña de 89.
où l'on voit des changements pour le Pacifique très importants de la température de surface de l'océan. Et alors comme effectivement il fait plus chaud au tropique qu'au pôle, c'est important de faire des cartes d'anomalies, c'est ce qui est fait dans la seconde partie. Quand on fait des cartes d'anomalies par rapport à la situation normale, on voit une bulle chaude au niveau équatorial dans le Pacifique et une zone très très froide en situation La Niña. Donc c'est ça qui va générer ces changements de température à l'échelle planétaire. Alors ça, c'est une autre cartographie des choses. L'anomalie de température de surface pour moyenner sur plusieurs événements El Niño et plusieurs événements La Niña. Donc on retrouve ce contraste de température très important qui va de plus 3 à moins 3 degrés allègrement dans toute cette zone. Donc vraiment des choses très importantes. Alors ça a toujours été un débat, en fait, dans la communauté qui essaye de regarder et de voir ce qui va se passer aussi dans le futur, de savoir quel va être le devenir de ces événements El Niño et La Niña dans le futur, mais c'est important aussi de reconstituer ces événements dans le passé pour essayer de tester les modélisations. Et donc, en parallèle et en complément des reconstitutions comme ça à long terme des changements de température sur 1000 ans ou 2000 ans, eh bien, il y a une partie de la communauté est focalisée effectivement sur ces reconstitutions des changements de la variabilité ENSO au cours du temps, parce qu'elle a aussi une implication à l'échelle mondiale, comme on l'a vu. Alors, les premières analyses qui ont été faites, bon, c'est pas les premières, mais un des premiers travaux véritablement qui a essayé de regarder cette variabilité ENSO de façon cartographique sur le dernier millénaire, s'est étiré d'un travail de Michael Mann basé essentiellement sur des archives continentales. Alors c'est un des défauts, comme on va le voir, de ce premier travail, mais là le parti qui avait été pris par des auteurs, ça a été de prendre puisque en fait pour travailler sur El Niño, il faut quand même avoir des enregistrements à très haute résolution. Donc on ne peut pas se satisfaire d'autre chose que d'une résolution annuelle. Donc comme les anneaux d'armes ont cette résolution annuelle, le parti pris, c'était de se focaliser essentiellement sur des enregistrements d'anneaux d'armes, quelques carottes de glace, mais essentiellement les enregistrements ici sont complètement dominés par les anneaux d'armes. Alors ici, vous avez les archives qui ont été utilisées pour l'optimum climatique médiéval, et ici, les archives qui ont été utilisées pour la période entre 1400 et 1700, entre les années 1400 et 1700, pour essayer d'estimer des changements de température cartographiés à l'échelle mondiale. Alors, comment cartographier avec des données purement continentales? Eh bien, les auteurs utilisent les corrélations spatiales, la covariance en fait des changements de température sur l'océan et sur le continent pour différentes zones géographiques et sur le dernier siècle. Donc on peut étudier ces corrélations spatiales. Le climat, par exemple, directement à proximité de la zone californienne ici et dans l'océan. Et il y a des corrélations statistiques entre les températures observées sur le continent et dans l'océan. Donc à partir de données obtenus sur ces anneaux d'arbres qui sont à proximité de l'océan, on peut inférer, calculer, en se basant sur les covariances spatiales observées pour le climat actuel, on peut essayer de faire des calculs de température reconstitués pour l'océan. Alors c'est ce qui a été fait en 2009. Ici, vous avez un essai de cartographie mondiale pour le petit âge glaciaire, tout ça étant représenté par rapport à la moyenne de 61 à 90, donc on est déjà dans le réchauffement quasi actuel, donc ce n'est pas étonnant qu'on soit pratiquement avec des changements de température froids en bleu, représentés en bleu, mais on voit qu'il y a certaines zones où il y a des réchauffements. Donc, encore une fois, tout n'est pas forcément significatif statistiquement, mais globalement, on a une carte qui est relativement froide. Ça a été fait aussi pour la période de l'optimum climatique médiéval. Ici, vous avez la même cartographie, mais correspondant aux enregistrements pour la période entre 950 et 1250. Et on retrouve en fait que il y a des zones plus chaudes, mais comme tout est référencé, encore une fois, par rapport à la période quasiment actuelle, il est compréhensible d'avoir de grandes zones situées, avec des représentations négatives, de changements de température négatifs, puisqu'il s'agit d'anomalies calculées par rapport à cette période récente. Mais alors, le plus intéressant pour notre
étude de la variabilité El Niño, ça a été, qui a été proposé par les auteurs, c'était de faire la comparaison directe entre les deux cartes, de faire la cartographie des anomalies en faisant la différence entre l'optimum climatique médiéval, donc la carte pour cette période, et le petit âge glaciaire, avec les mêmes enregistrements, enfin pratiquement les mêmes. Et alors, ce qui a été essentiellement, on voit que l'optimum médiéval était effectivement plus chaud que le petit âge glaciaire, donc c'est une confirmation, avec des gradients qui peuvent être différents suivant les zones géographiques, mais de façon manifeste, il y a une bulle froide ici, avec un optimum médiéval plus froid que la période du petit âge glaciaire, de façon assez surprenante. Donc ça a été interprété à l'époque, et ça a été très commenté, et aussi même, c'était un des résultats emblématiques du GIEC dans le rapport de 2013, avec la proposition d'un effet de ces changements climatiques à long terme sur la variabilité El Niño, parce que quand on voit cette bulle froide ici, elle est calquée en fait sur la variabilité que je vous ai montrée des changements El Niño, La Niña. Donc l'hypothèse qui a été faite à l'époque, c'est que pendant la période de l'optimum climatique médiéval, eh bien, il y avait une persistance de la variabilité El Niño en phase La Niña qui aurait été bloquée. Donc c'était l'état de l'art à l'époque. Alors on peut dire que c'est osé, puisqu'en fait les reconstitutions climatiques dans l'océan sont basées purement sur des enregistrements à terre, mais c'était ce qui avait été fait à l'époque. Alors juste pour actualiser un peu les choses, en 2024, en fait, il y a eu d'autres auteurs qui ont été recherchés, qui ont été regardés cette variabilité d'ENSO à partir et on refait les travaux en particulier en utilisant non pas la variabilité locale des anneaux d'arbres à proximité ou tout autour du Pacifique en fonction de la température, mais là ce qu'ils ont regardé plutôt c'est leur sensibilité aux précipitations. Comme on l'a vu, la variabilité El Niño, dans la première partie du cours, là, je vous parle essentiellement de température, mais il faut avoir en tête que, bien évidemment, il y a des phénomènes qui sont couplés entre température et précipitation. Et quand je vous ai montré le diagramme de principe de la variabilité El Niño, je vous ai aussi dit que certaines zones, les zones de pluie se déplaçaient, les zones de basse pression aussi, et que donc on s'attend aussi, c'est ce qui a été utilisé par ces auteurs, donc Gordon Cook qui est un dendroclimatologue célèbre américain, Mark Kane qui est un des meilleurs spécialistes au monde sur la variabilité et la modélisation d'El Niño. Donc ils ont pris en compte non pas la variabilité en température, mais la variabilité aux précipitations de ces différents anneaux d'arbres. Alors là, ils ont continué à utiliser uniquement des archives à terre, mais en utilisant non pas la variabilité à la température, mais la variabilité aux précipitations, pour essayer de reconstituer un index de l'ENSO au cours du temps sur plus d'un millénaire. Donc c'est ce qui a été fait et publié assez récemment, que vous voyez ici. Donc là, ce qui est représenté ici, ce sont les différentes, avec un code de couleur, c'est la répartition, les cartes des influences, de l'influence de l'ENSO, du phénomène ENSO, du phénomène El Niño en particulier, en phase El Niño, sur les précipitations, avec un assèchement d'une partie de l'ouest Pacifique, et des précipitations qui vont être plus importantes sur d'autres zones. En particulier, ici, vous retrouvez l'Amérique du Nord, enfin le sud des USA, toute la Mésoamérique. Donc on a des précipitations qui vont être beaucoup plus abondantes. C'est vrai aussi sur l'autre partie complètement à l'opposé au niveau du Pacifique. Donc en utilisant des arbres qui sont situés de façon stratégique, il est possible, même en utilisant uniquement des archives à terre, de calculer une variabilité El Niño. C'est ce qui a été fait par ces auteurs. Vous avez ici la courbe de reconstitution des amplitudes d'El Niño au cours du temps depuis 1200 ou 1100. Et pour là où la partie de la courbe est la plus fiable, depuis 1500 ans, les auteurs ont osé calculer une amplitude moyenne d'ENSO au cours du temps, directement en prenant la variabilité de la courbe qui est située en dessous. Et alors, la seule conclusion qu'ils en ont tirée, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de systématique entre le petit âge glaciaire et l'optimum climatique médiéval, mais qui est relativement peu échantillonné, hein. On remonte que jusqu'à 1100. Donc, mais il n'y a pas de marchand d'escalier ou d'effet global d'ENSO. On voit une variabilité qui est à peu près constante. La seule chose qui est détectable, c'est effectivement une petite augmentation pour les dernières décennies,
mais sans véritablement démonstration qu'il y a un effet systématique du petit âge glaciaire et de l'optimum climatique médiéval. Alors c'est quelque chose qui a été confirmé aussi assez récemment par un autre groupe qui, lui, a travaillé non pas sur les cernes d'arbres, mais enfin, ils ont travaillé sur les cernes d'arbres, mais pas avec l'épaisseur des cernes ou la densité des cernes, mais là, ils ont travaillé sur un autre indicateur, ce sont des isotopes, oxygène 18 sur O16, qui sont, enfin, ces isotopes, on le verra dans la suite du cours, mais sont très liés aux précipitations, donc on peut obtenir à la fois sur le climat actuel et en modélisation des relations statistiques entre ce delta O18 des cernes d'arbres et mesuré aussi dans des stalagmites et les précipitations. Donc en fait, c'est le même principe qui a été utilisé, c'est-à-dire les archives sont encore une fois à terre. Ce n'est pas uniquement les anneaux d'arbres, c'est les stalagmites aussi, et on utilise la variabilité en fonction des précipitations générées par ENSO pour essayer de calculer ce qui se passe au milieu du Pacifique. Donc le résultat des courses de ce papier qui a été publié l'année dernière est montré ici avec une variabilité ENSO, avec des événements El Niño représentés en rouge, des événements La Niña en bleu. Les auteurs ont essayé de reconstituer une amplitude moyenne des changements en calculant l'écart type sur 30 ans. Donc ils retrouvent la petite variation instrumentale, enfin, que l'on voit avec les données instrumentales sur les dernières décennies, mais pas vraiment de changement de marchand d'escalier entre la période du petit âge glaciaire et l'optimum climatique médiéval. On a finalement une succession qui est relativement constante. Alors les auteurs vont essayer d'identifier des périodes qui seraient significatives sur ces événements. On les reverra dans la suite du cours. Pour eux, il y a des correspondances avec les minima d'activité solaire, mais bon, c'est encore des débats qui sont encore dans la communauté. Essentiellement, le message est qu'il n'y a pas de blocage, soit en phase La Niña, soit en phase El Niño, entre ces deux grands ensembles que sont l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire. Alors, toutes ces études qui ont été réalisées dans les dernières années, elles sont élégantes, mais en même temps, elles manquent cruellement de données océaniques. Et fort heureusement, il y a quand même une autre communauté qui s'occupe des coraux, qui regarde les changements de température, en particulier avec des outils, parce que comme je vous l'ai montré, on pouvait retrouver des cernes annuelles, des sclérobandes dans ces coraux et faire des mesures à la fois d'isotopes stables, on peut mesurer le delta O18, mais on peut aussi mesurer en particulier un indicateur de la température qui est le rapport strontium sur calcium. Donc ça, c'est tiré d'un travail de collaboration aussi avec mon labo, mais d'enregistrement saisonnier pour Tahiti, où on voit des bandes annuelles, où on peut reconstituer des températures en été et en hiver, le cycle saisonnier, donc on peut documenter les différentes saisons. Donc on va au-delà du signal annuel, et on peut comparer ça, fort heureusement, avec les données instrumentales pour les coraux très récents et remonter dans le temps avec des séries temporelles. Donc, c'est ce qui a été fait, compilé par Jess Tierney de l'Université de l'Arizona pour différents enregistrements, à la fois dans l'Est Pacifique, dans le Pacifique Ouest, dans l'océan Indien, parce que là on est confiné aux tropiques, pour reconstituer des anomalies de température des eaux de surface, ou SST en anglais, pour les différents ensembles, pour l'océan Indien, pour l'océan Pacifique Ouest, pour l'océan Pacifique Est, pour l'océan Atlantique tropical, donc l'Atlantique des Caraïbes essentiellement. Donc ce que l'on voit, c'est des compilations qui ne remontent pas très loin dans le temps, donc on ne remonte pas jusqu'à l'optimum climatique médiéval, on remonte que jusqu'au début finalement, enfin jusqu'au petit âge glaciaire, mais on retrouve en particulier pour le Pacifique Ouest, pour l'Atlantique, on retrouve cette succession entre petit âge glaciaire et réchauffement pendant tout le dernier siècle, qui débute en fait au XIXe siècle, avec les données instrumentales qui sont ici représentées en noir. Donc on a des reconstitutions qui montrent en fait cette tendance comme ça pluriséculaire. Et il est possible, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec les coraux, on a une information saisonnière. Donc on va pouvoir aller regarder, c'est ce qui a été fait dans le cadre de ce travail, on va pouvoir regarder la variabilité dans la bande de fréquence d'ENSO, en regardant essentiellement, en essayant avec des techniques statistiques, d'en extraire la variabilité dans la bande de fréquence qui correspond de 3 à 7 ans, pour essayer de reconstituer. Alors on ne peut pas reconstituer les événements particuliers ENSO
El Niño, La Niña, mais on peut regarder la variabilité dans cette bande de fréquences qui correspond à cette variabilité climatique spécifique, et pour identifier en fait des périodes qui sont actives ou moins actives. Et c'est ce qui a été fait en fait par les auteurs à partir de la compilation des données pour le Pacifique Ouest et pour le Pacifique Est, parce que là essentiellement ENSO, on se focalise sur le Pacifique. Et c'est ce qui a été représenté ici sur ce diagramme, qui vous montre à la fois l'index fondé sur la température ici, un index ENSO qui s'appelle Niño 3.4, qui représente les données instrumentales de température converties en activité, en période active ou période inactive du phénomène ENSO, et les données extrapolées avec les données paléoclimatiques fondées sur les coraux, à la fois pour le Pacifique Ouest et pour le Pacifique Est. Et au final, le message, et c'est avec ça que je vais terminer aujourd'hui, parce que c'est important de regarder cette variabilité El Niño, il n'y a pas d'évidence de changement systématique pendant le petit âge glaciaire de la variabilité El Niño. On retrouve les mêmes événements, alors fort heureusement, pendant la période instrumentale, mais par contre, dans le temps, il n'y a pas de mise en évidence d'une systématique, d'un effondrement ou d'une augmentation systématique du phénomène ENSO pendant cette période. Mais encore, comme vous le voyez, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer aujourd'hui, c'est que les données, finalement, manquent encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour obtenir d'autres données complétées, pour remonter dans le temps et avoir plus d'informations sur les tendances à long terme aussi de ces variabilités interdécennales que les pionniers il y a un siècle ne pouvaient pas imaginer reconstituer à partir des archives qu'ils avaient proposées au départ. Voilà, je vous remercie de votre attention.